Demandez-moi pas ce que j'avais pris comme drogue, mais je trouvais que c'était un bon candidat. Pour ça, même s'il n'avait pas le profil. Tu sais, OK. parce que les recruteurs aiment toujours ça, présenter ce qu'on appelle dans notre jargon les out-of-the-box candidates. La wild card, genre. Exactement. OK. Fait que, tu sais, je connaissais Sylvain, je connaissais sa personnalité, je le voyais bien comme un numéro 2 d'un maire. Il avait la personnalité pour transiger avec un conseil municipal. Il avait géré des ressources humaines, financières, matérielles. Il avait géré des projets. Bref, je trouvais comme candidat atypique, c'était intéressant. Je me suis fait ramasser par le comité de sélection, là. Ouf, je pense que je me suis fait traiter d'imbécile, honnêtement. Ben voyons donc. Oui, vraiment. Pourquoi? Ça n'avait pas été le fun. Parce qu'il n'y avait pas le profil du poste. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Ben, on cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience à gérer des municipalités. OK. Puis lui, c'était un comptable qui avait travaillé dans le pharmaceutique puis dans les télécoms. Fait qu'eux autres n'avaient pas fait le lien que moi j'avais fait. Fait que bref, ça a fait mal. Tu sais, comme on dit, à la blague, tu peux avoir une belle tape dans le dos, mais tu peux avoir aussi ce qui vient avec, 60 cm plus bas avec le pied. Là. Fait que là, ça avait fait mal. Fait que là, Sylvain m'appelle pour la SPCA. Puis il me dit, écoute, j'ai vu ta job à SPCA, c'est moi, je le veux. Fait que ma réaction très frontale, j'ai dit comme ça, là, Sylvain, tu n'y as pas pensé. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail. Je m'appelle Sarah Jodoin-Houle, je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et l'animatrice de ce fabuleux podcast hebdomadaire. À chaque semaine, merci tellement d'être là au rendez-vous. Honnêtement, les écoutes vont bien. Je suis vraiment super contente. Puis au-delà des écoutes, je sens vraiment dans les dernières semaines un engouement particulier. Vous êtes plusieurs à nous écrire en privé, à nous dire que vous avez aimé les épisodes, à discuter avec nous, à faire avancer des réflexions. C'est vraiment des choses qui sont extrêmement appréciées. Merci beaucoup. Si vous avez envie de continuer à nous encourager, la façon de le faire, c'est de nous donner 5 étoiles en allant dans les notes de cet épisode. Le lien est clairement identifié et de partager évidemment l'épisode dans votre réseau. Cette semaine, je sais que je le dis souvent que j'avais hâte de recevoir tel ou tel invité. C'est toujours tellement sincère. Claude, ça fait un bon moment que je voulais l'inviter au podcast parce qu'à chaque fois, tu sais, il y a des personnes avec qui, chaque fois que tu as des conversations avec eux, t'en ressors grandi, t'as appris quelque chose, t'as été inspiré. Claude, c'est vraiment une de ces personnes-là pour moi dans mon réseau. Il y a toujours des histoires qui te font grandir, des réflexions tellement en profondeur. En tout cas, je vous en dis pas plus parce que vous allez vous en rendre compte vous-même à l'écoute de cet épisode. Je lui ai demandé de venir me parler de son métier de recruteur et de comment on peut être un petit peu plus humain puis faire évoluer nos pratiques en recrutement. Donc, sans plus tarder, je vous le présente. Donc, voici Claude Martel de chez Ascension Leadership et Recrutement. Allô, Claude. Allô, merci de me recevoir. Hey, ça me fait tellement plaisir. Claude, tu es associé fondateur de Ascension Leadership et Recrutement. Exact. Puis tu es un recruteur d'expérience aussi. Là. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Je commence ma 25e année en recrutement. Ben oui, le temps passe vite. Oui, puis c'est vraiment une passion pour toi. On s'en est déjà parlé dans le passé. Puis j'avais envie qu'on s'en parle parce qu'on parle de plus en plus de l'importance d'être humain dans le monde du travail, mais aussi dans le recrutement. Vous, c'est une valeur fondamentale que vous avez chez Ascension. Vous êtes beaucoup dans la bienveillance. Ton associé Pierre, qu'on a déjà reçu au podcast, a écrit une série d'articles là-dessus, entre autres. Puis c'est quelque chose que tu vis au quotidien. Puis à chaque fois que je te parle, je trouve que c'est dans le concept, mais aussi très dans le concret. Des trucs que tu me racontes, que là, je ne vais pas trop brûler de punch, mais bref, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Excellent. Ben écoute, encore une fois, merci de m'accueillir. Je suis vraiment très, très heureux d'être avec toi, puis d'être avec vous, les auditeurs partout sur la planète. Vraiment heureux de
de venir jaser de recrutement humain. Puis je viens vraiment avec beaucoup d'humilité aujourd'hui parce que je ne suis pas un expert du recrutement humain. Je prétends pas venir ici pour enseigner des choses, mais j'ai une boîte pleine d'anecdotes. J'ai calculé récemment, en fait, je devrais dire que quand j'ai commencé en recrutement en 1997, un collègue à moi qui faisait déjà du recrutement depuis plusieurs années m'avait dit « Tu vas voir, être recruteur, c'est faire un MBA perpétuel. » Et qu'il avait raison. Parce que, imaginez, je passe mes journées à rencontrer des gens qui sont des experts puis des passionnés de leur domaine. Puis, au bas mot, j'ai rencontré au moins 7000 personnes en entrevue d'au moins 1 heure. La plupart du temps, 1h30, 2 heures. Fait que ça fait... Je suis dans ma 25e année d'apprentissage. Puis ça, c'est sans compter les clients qu'on a et tout ça. Fait que c'est vraiment extraordinaire. Puis le recrutement humain, en fait... Quand j'ai su c'était quoi le thème de notre podcast aujourd'hui, ça m'a un peu laissé perplexe parce que à la base, je me disais, c'est quoi le recrutement humain? Est-ce qu'il y en a d'autres? On ne gère pas des boîtes de carton, on gère des êtres humains. Il y en a d'autres, comme ça. Mais oui. Et là, je me suis mis à penser à toutes sortes d'expériences belles et moins belles et tout ça, puis des façons d'approcher les gens. Puis j'ai essayé, moi, avant de venir ici, de définir c'était quoi le recrutement humain, puis comment j'essaie de faire ça. Puis... C'est quoi, C'est quoi qui est ressorti de ta réflexion? À la base, le recrutement, pour moi, c'est l'adéquation entre la contribution que peut faire une personne et le besoin d'une organisation, de façon à amener l'organisation vers des succès, puis de façon à permettre à cette personne-là de continuer à grandir puis à s'épanouir. Mm-hmm. Fait que l'organisation a besoin, la personne candidate peut contribuer à ce besoin-là, mais a besoin de continuer à grandir puis de s'épanouir. Ça, c'est ma façon de faire le recrutement. Puis, j'ai souvent cette image de quand j'approche des candidats ou des sources de dire, ma responsabilité, puis ce qui fait mon bonheur, c'est que si je prends une personne puis que je la transplante dans une nouvelle organisation, c'est comme si je la transplante dans un nouveau terreau. Mm-hmm. Il faut que cette personne-là se retrouve dans un terreau qui va être fertile pour elle, va lui permettre de prendre racine, de continuer à grandir, de contribuer à son environnement, puis de continuer à s'épanouir. Puis c'est ça la beauté du recrutement quand c'est fait, à mon avis, de cette façon-là, parce que tu fais grandir une personne en l'amenant dans une organisation qui va grandir grâce à cette personne-là et qui va faire grandir la société en bout de piste. Puis je racontais ça à quelqu'un récemment qui disait, finalement, tu fais du recrutement durable, puis j'ai aimé ça comme image. Tu sais. Puis faire du recrutement humain, bien entendu, il y a le recrutement transactionnel. Puis je pense que tout le monde, en se levant le matin, a des bonnes intentions, mais avec la pression de l'organisation, puis toutes sortes de choses qui peuvent arriver, des fois, on peut avoir tendance à faire du recrutement qui va devenir un petit peu moins humain, pardon. Moi, je dirais que la base, en tout cas pour moi, comment j'approche ça, mes 4-5 petits trucs pour faire le recrutement que je fais, puis pour être fier le soir quand je me couche, ou en tout cas de ne pas avoir honte de moi-même. T'es genre de principe directeur, là, si je comprends bien. Oui, vraiment. La première chose, c'est ne pas me prendre pour quelqu'un d'autre. Être humble et être imparfait. D'accepter que je me trompe, puis d'avoir cette discussion-là franche et ouverte avec mes sources, avec mes clients, avec mes candidats. Le recrutement humain, c'est le recrutement où on accepte d'être imparfait parce que si on n'est pas humain, on est divin. Si on veut être parfait, c'est divin, puis si on est humain, on est imparfait. On peut être excellent et imparfait, mais faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Faut être humble. S'amuser. C'est super important. Il faut avoir du plaisir. Là, je suis dans je commence ma 25e année de recrutement. J'ai commencé à avoir du plaisir à faire du recrutement probablement 5, 6, 7 ans
après avoir commencé. Le jour où je me suis dit, si je suis pour rester recruteur, je vais le faire à ma manière, sinon je vais... Pourquoi? Qu'est-ce qui, avant qu'on rentre dans tes autres conseils, qu'est-ce qui a fait qu'en début de carrière, c'était pas en cohérence avec tes valeurs? Et ben là, tu sais, c'est comme diraient mes filles, j'ai commencé dans l'ancien temps. Fait qu'il n'y avait pas de LinkedIn, il n'y avait pas les médias sociaux, on avait des classeurs avec des CV. C'était très difficile d'identifier les gens dans les entreprises à ce moment-là. Fait qu'on faisait beaucoup de... on s'inventait des personnages. On appelait dans des entreprises. Okay. On se faisait passer pour quelqu'un. Puis pouvez-vous me donner le nom du directeur ou de la directrice des ventes? Puis on espérait que la personne allait nous donner le nom. Puis on disait, yes, je sais maintenant qui est la directrice ou le directeur des ventes dans telle entreprise. Mais attends, ça, c'est pour vendre un mandat ou pour approcher des candidats. No joke. Et même, écoute, je me souviens, là, ça, c'était au début des années 2000, une habitude que j'avais à ce moment-là, c'est que je travaillais le soir parce que j'allais éplucher les répertoires téléphoniques dans les entreprises. J'appelais dans une entreprise, je savais que j'allais tomber sur la boîte vocale. Je me souviens pas si je faisais étoile ou dièse et ça disait taper les premières lettres du nom, puis je passais toutes les lettres. Et à un moment donné, je tombais sur « Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale d'un tel directeur des ventes » et tout ça, laissez un message. Et c'était comme ça que j'identifiais mes personnes à approcher. Ben voyons donc! Absolument. Mais il ne faut pas oublier que moi, quand j'ai commencé à faire du recrutement en 97, on commençait à vendre les accès Internet à la fin 94, début 95. Ben oui, fait qu'on était loin. Le Facebook n'existait pas, LinkedIn n'existait pas. Fait que c'était vraiment de façon sournoise et ratoureuse qu'on allait identifier des gens. Et je n'étais pas bien avec ça. C'était, tu sais, bon, certains pourraient dire que c'était malhonnête, d'autres pourraient dire, ben c'était brillant, mais c'était pas correct. Peu importe, c'était ça que tout le monde faisait à l'époque quand on était recherchiste comme moi. Puis je le faisais non seulement en français, mais je le faisais en anglais, puis je le faisais souvent pour des postes que je savais même pas c'était quoi. Moi, j'ai été élevé sur une terre, sur une ferme laitière. Puis là, à un moment donné, je me retrouve, il faut que je recrute un CFO, un Chief Financial Officer. Je savais à peine ce que ça faisait dans la vie et je devais en recruter un. Ouais. Fait que là... Et on devait se présenter comme des gens qui connaissaient tout. Je me souviens d'un de mes associés seniors qui m'avait dit « You have to appear as a master of inferred knowledge ». Donc, tu dois donner des mots-clés pour avoir l'air d'être très connaissant et intelligent dans le domaine. Fait que cette espèce de jeu de rôle qu'on avait où on essayait de passer à côté du ou de la réceptionniste puis de se faire, tu sais, pour essayer de trouver le bon nom et tout ça, puis après ça, d'avoir l'air bien intelligent parce qu'on travaillait sur un poste bien important qu'on ne savait pas c'était quoi finalement. J'étais pas bien avec ça, puis j'aimais pas ça. Et après 5, 6, 7 ans, encore une fois, dans une remise en question, je me suis dit, si je suis pour continuer à faire du recrutement, je vais toujours bien le faire à ma manière. Je vais le faire avec authenticité, je vais le faire avec humour, je vais le faire avec sourire, je vais m'amuser. Puis si ça dure, ça durera. Puis si ça marche pas, ben je ferai autre chose. Wow. Et là, j'ai commencé. T'avais quel âge, j'avais pas 30 ans à ce moment-là. J'en ai 49 aujourd'hui. Fait que là, j'ai commencé à avoir du fun. Puis, je me souviens d'avoir dit à des sources, à des candidats qui me questionnaient sur un poste, sur une entreprise, ils disaient, écoute, bonne question, j'en ai aucune espèce d'idée. Puis je pars à rire, puis la personne part à rire, puis il y a une connexion qui vient de se faire, là. Puis l'humanité, puis le plaisir, puis ça a vraiment commencé. Je me souviens, j'appelle en Australie, je pense à une compagnie d'aéronautique, puis je savais pas trop comment approcher la personne, puis c'était vraiment des gros postes, là, tu sais, c'était des directions générales, des présidences, des vice-présidents seniors, puis là, j'appelle une personne qui est numéro 1 d'une compagnie en aéronautique. Je sais pas comment faire mon appel à froid, là, mon cold call. Puis tu as à peu près une seconde pour établir ta crédibilité. Puis ça a vraiment bien réussi. Des fois, j'utilisais mon accent. Des fois, je faisais une blague et tout ça. Ben, on a parlé à peu près 5 minutes du poste.
puis probablement 25 minutes de skidoo puis de kangourou. Avec une promesse d'aller luncher ensemble si cette personne-là venait à Montréal ou si moi j'allais en Australie. Puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que ça fait partie du recrutement humain, ça. Fait que, où je me souviens de ne pas savoir comment approcher une candidate potentielle en Europe, parce que j'ai fait beaucoup de recrutement international. Puis là, j'appelais quelqu'un en Europe. Puis là, heureusement, j'avais accès à Internet à ce moment-là. Puis je tape son nom sur Google. Puis je tombe sur son nom, sur un homonyme qui est un botaniste célèbre, mais décédé il y a 300 ans. Okay. Fait que je venais de savoir comment j'allais faire mon cold call. Fait que j'appelle la personne qui répond. Puis je dis, hey, je suis vraiment surpris que vous preniez l'appel parce que je vous ai googlé avant de composer le numéro. Puis je pensais que vous étiez mort il y a 300 ans. Fait que juste l'humour, la désinvolture, mais l'authenticité, je pense que c'est vraiment le départ de... Je pense que c'est du recrutement humain. En tout cas, c'est du recrutement qui est super agréable. C'est que tu crées des relations. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, là, ça a l'air... Tu sais, je veux juste qu'on remette dans la tête des auditeurs que, là, 10-15 ans, c'était moins ça, là. Fait que c'était peut-être plus innovant. Ben, pas que c'est pas innovant aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en recrutement. On pourra en reparler. Mais dans ce temps-là, c'était encore moins monnaie courante ou des choses qu'on discutait, là. Ben, on était souvent dans le préjugé. Ça, je pense qu'il faut l'avouer. Moi, je me souviens d'avoir des patrons, là. Évidemment, je nommerai personne aujourd'hui, mais je me souviens, on épluchait des listes de CV, puis je me souviens, là, j'ai encore l'image... trop bougé, trop vieux, trop jeune, trop ci, trop ça. Puis je trouvais qu'on avait vraiment le préjugé facile. Puis quelques années plus tard, j'ai un autre patron ou un collègue qui dit, puis c'est un associé de Toronto, lui prenait le temps vraiment de lire les CV puis de dire « How can we make this work? » Comment ça pourrait fonctionner, tout ça. Vraiment une absence de préjugés totale que j'ai trouvé tellement rafraîchissante, puis je me reconnaissais là-dedans. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça aussi. Fait que donc, pas se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est facile de devenir recruteur. Je pense que j'en suis la preuve. Tu sais, je veux dire, j'ai pas étudié pour être recruteur. J'ai l'équivalent d'un bac en coloriage, je veux dire. Tu sais, puis c'est facile. C'est plus facile de devenir recruteur aujourd'hui que de devenir courtier immobilier ou devenir plombier ou bon. C'est facile de devenir recruteur. Est-ce que c'est facile de durer? Bien, ça sera peut-être le sujet de notre émission, mais ça fait en sorte qu'il y a toutes sortes de recruteurs, il y a toutes sortes d'approches et le préjugé est facile. Mais quand on est authentique, quand on est soi-même, on trouve les clients qui vont avec. Mm-hmm. Est-ce que tu choisis tes clients? Ça t'arrive-tu d'en refuser parce qu'il n'y a pas un fit? Oui, puis je pense que c'est une erreur, en fait, parce que, en fait, aujourd'hui, les clients qu'on refuse, c'est les clients qu'on pense qu'on ne peut pas bien desservir à ce moment-ci parce que notre assiette est trop pleine ou tout ça, mais on avait l'habitude jusqu'à il y a quelques années d'aller voir des clients, puis je me souviens, à un moment donné, je suis avec Pierre, mon associé, puis en prenant l'ascenseur, après avoir rencontré dans une présentation spéculative, là, on est allé faire notre pitch, puis on embarque dans l'ascenseur, puis j'attendais que les portes se ferment pour être capable de parler, puis de dire, on prend pas ce mandat-là, parce qu'on n'avait pas aimé notre rencontre. Et Pierre ouvre la bouche le premier en disant, on travaille jamais pour eux autres. Et je m'étais confié à un grand bonze de leadership pas longtemps après, puis il m'avait dit, Claude, tu peux pas faire ça. Parce que si tu dis que ton offre de service, c'est d'aider les gens et les organisations, puis ta tête et ton cœur te disent qu'il y a quelque chose à améliorer là, tu devrais au moins avoir l'authenticité de dire, je pense qu'on peut vous aider à améliorer certaines choses. Ça m'avait fait vraiment réfléchir, cette affaire-là. Fait que de refuser des clients, je dirais non, mais de dire à des organisations, à des clients, je pense que le climat n'est pas propice ou je pense que la culture n'est pas propice soit pour attirer ou pour retenir ou...
j'ai déjà eu à dire, hey, là, ça, c'est en début des années 2000. J'avais un PDG d'une grande entreprise à cette époque-là qui m'avait donné le travail facile, m'avait dit « Claude, ta job va être facile, je veux ces 3 personnes-là sur ma liste courte. » Alors, évidemment, j'ai approché les 3 candidats facile qui m'ont... au bout. Ben oui. J'ai approché les 3 candidats qui m'ont dit « Le travail est super intéressant, l'entreprise m'intéresse beaucoup, j'irai jamais travailler pour cette personne-là. » La personne qui t'avait dit qu'il voulait eux. Exactement. Et il a fallu le dire. Il a fallu le dire aux clients. C'est des conversations qui sont pas faciles à avoir, mais qui me font grandir aussi en même temps. Fait que là, dans ce cas-là, tu l'avais fait, tu as pris ton courage. Comment tu l'as approché? Ça fait longtemps, avec beaucoup de délicatesse, mais je me suis souvent retrouvé dans ce genre de situation-là. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué comme recruteur. À un moment donné, j'ai une personne candidate qui a des problèmes d'hygiène corporelle. Puis, je raconte ça en prenant une marche. Je raconte ça à mon beau-père, qui est à l'époque un haut dirigeant ressources humaines au gouvernement fédéral. Puis, mon beau-père, qui est un grand philosophe, m'a dit « Ben Claude, t'as pas le choix de lui dire. Parce que si toi, tu le dis pas, personne ne va lui dire, ou ça peut être un autre recruteur ou une autre recruteur qui va le dire, puis peut-être pas avec la même empathie que toi, tu peux avoir. Puis là, ça va blesser la personne. » Fait que je l'ai fait. Puis à partir de là, j'ai aussi commencé à faire des rétroactions à mes candidats, autant ceux qui sont choisis que ceux qui ne sont pas choisis, parce que les candidats qui ne sont pas choisis font aussi partie du processus de recrutement humain. Tu sais, comment on gère la déception et tout ça, ça fait partie du recrutement humain. Pas juste le recrutement humain, c'est pas juste être humain envers les gens qu'on recrute, c'est être humain envers les gens qu'on décide de ne pas recruter. Comment on les gère? Puis là, ça, en ce moment, moi, j'entends beaucoup de questionnements dans le marché du travail. Les recruteurs entre eux qui disent qu'il faut arrêter de traiter les gens en les ghostant, parce que là, les recruteurs sont fâchés parce que ça devient un marché plus d'employés, puis il y a beaucoup de candidats qui ghostent les recruteurs, mais pendant combien d'années est-ce que ça a été l'inverse? Fait que ça, je pense que c'est au cœur des réalisations en ce moment. Oui. Puis là, j'ai commencé à... Évidemment, j'ai parlé à la personne. Ça prend beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie, ça prend beaucoup d'humanité. Puis dans ces mêmes années-là, je me souviens d'un client. C'était beaucoup des clients. À cette époque-là, c'était plus des clients que des clientes. Là. C'est pour ça que je le dis comme ça. Mais je me souviens d'un candidat qui me dit « J'ai pas aimé ce candidat-là, il est trop laid. » Ben, le trop laid, ça servait à rien que je donne ça comme rétroaction à mon candidat. De toute façon, c'est pas de la rétroaction, là. Je veux dire, il n'y a rien de constructif là-dedans. Excuse-moi, c'est parce que t'es trop laid. Voyons donc. Souvent, le paraître, c'est peut-être moins important aujourd'hui, mais tu sais, comment la personne était habillée, tu sais, et tout ça. Fait que, bref, je dirais jamais à une personne... on t'a pas aimé parce que t'es pas assez beau. Mais si je peux améliorer la façon de la personne de se présenter ou cette histoire extrême-là d'hygiène corporelle, ben je l'ai faite. Ça a été dur à passer, mais je pense que j'ai fait grandir la personne. Elle réagit comment, cette personne-là? Hey, là, tu peux pas me demander qu'est-ce que j'ai dit et comment j'ai fait. Je m'en souviens pas, mais ça a vraiment bien passé. Ouais? Ouais. Puis vraiment bien. Puis c'est dans l'approche. Fait que, bref, ça aussi, je pense, en tout cas, c'est peut-être pas le recrutement humain dans sa globalité, mais pour moi, c'est une composante de tu sais, un humain qui transige avec un autre être humain. Puis c'est ça, je pense, qui fait que le recrutement, c'est vraiment le fun. Donc, bien traiter les gens. Bien traiter les gens, en faisant du recrutement, c'est les traiter avec humilité, les traiter avec humanité, les traiter avec plaisir, avec générosité, mais aussi avec rigueur, avec franchise, avec authenticité. Si ça marche pas, ça marche pas. Ouais. Tu sais, je veux dire... puis ça aussi, j'ai appris
à un moment donné, puis imaginez, là, dans un processus de recrutement, il y a une personne qui finit numéro 1 dans notre appréciation avec l'organisation cliente. Mais on se dit, si ça ne marche pas, on a un numéro 2. La gestion de la personne numéro 2 n'est pas nécessairement facile à faire parce qu'il y a des années, bien, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on étirait le moment entre les conversations. On disait, oui, ça a super bien été, je te reviens. Je te reviens dans 3-4 jours. Mais dans ces 3-4 jours-là, on poussait la candidature numéro 1. Et j'avais une candidature numéro 2 que je ne savais pas comment gérer ça. Tu sais, je dis, oui, ça a super bien été. Là, j'attends des réponses. Le client est en train de penser à tout ça. Tu sais, puis tu cherches tes mots, puis tu un processus t'es pas bien là. Mon Dieu Seigneur, c'est pas le fun. Le 3-4 jours devient 1 semaine, 2 semaines, 3-4 semaines. Là, ça commence à être inconfortable. Puis c'est trop inconfortable pour moi pour appeler la personne et dire ça n'a pas marché. Tu sais, je suis très malhabile à cette époque-là et tout ça. Il y a 1 an à passer. Et ça me chicotait encore. Vraiment, là, j'y pensais le soir avant de me coucher. Oh my God! Tu sais, vraiment, je me disais, j'ai tellement pas été gentil, j'ai pas été franc, j'ai pas été authentique. Après peut-être un 14-15 mois, j'ai appelé la personne. Puis je dis, écoute, je t'appelle pour m'excuser. Je t'ai vraiment fait quelque chose de pas correct. Puis si tu acceptes de me pardonner, je te promets que je te ferai plus jamais ça. Puis je te promets que je vais travailler pour plus jamais faire ça aux autres personnes. Puis la conversation avait été... ça a été une belle conversation. Elle m'a dit, Claude, j'ai pas été impressionné. Vraiment, j'ai été déçu. J'ai compris avec le temps que ça marchait pas, mais tu m'as pas impressionné. Mais que tu prennes le téléphone aujourd'hui pour me dire ça m'impressionne. Fait que invite-moi à luncher puis on met ça derrière nous. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que tu sais, on a le droit d'être imparfait. Il faut accepter ces affaires-là. Puis d'être franc, rigoureux et authentique, c'est aussi... Puis je pense que ça fait partie du recrutement humain, là, quand on y réfléchit, connaître les enjeux et défis de notre organisation cliente ou de notre organisation si on est, par exemple, un conseiller, une conseillère en acquisition de talent ou en direction des ressources humaines, peu importe. Connaître les enjeux et défis de l'organisation, sa vision, sa culture, ses forces, ses fragilités, être capable d'en parler de façon intelligente et intéressante. Puis être capable aussi de dire à la personne candidate, quand je pense à nos besoins, puis notre situation, nos enjeux et défis, puis je regarde ta feuille de route, voici les liens que moi je fais. Puis ça devient une conversation qui est très humaine, très intéressante. Versus, juste pour mettre une pin là-dedans, versus s'asseoir avec le CV puis dire « Parle-moi de toi, raconte-moi ton parcours », puis il n'y a pas d'implication de ton côté. Ça l'engage moins que de dire « J'ai pris le temps de vraiment regarder puis je suis vraiment intéressée à voir comme « How can we make it work », là, comme tu disais tantôt. Là. Bien, la question « Parle-moi de toi », elle reste bonne. Là. Mais est-ce qu'on peut faire mieux? Tout ça, je pense, encore une fois, on en pose beaucoup de questions dans une entrevue. Puis je pense que c'est important parce qu'à la fin de la journée, de la perspective de l'employeur, essentiellement, on cherche 3 choses. Est-ce que la personne est capable de faire le job avec succès? Est-ce qu'on a le goût de faire le job avec la personne? Donc, est-ce que c'est un bon fit? Puis, est-ce que la personne va aimer faire ce job-là chez nous? Parce que si elle aime ça, elle va durer plus longtemps, puis elle va avoir encore plus de succès. De la perspective de la personne candidate, il y a 4 éléments, je pense, d'analyse du poste. Le premier élément, le premier angle, je dirais, c'est est-ce que je vais aimer ce travail-là? Est-ce que ça va me donner le goût de me lever le matin pour aller travailler? Est-ce que je vais pouvoir contribuer par mon expérience, mon expertise, mon leadership, ma vision, ma créativité, mes valeurs, ma personnalité, mon imagination? Mais est-ce que je vais en retirer quelque chose aussi? Ça, c'est le premier angle. Est-ce que, essentiellement, vas-tu aimer ça, me lever le matin pour aller faire ce travail-là? Le deuxième angle, c'est, j'appelle ça l'environnement, mais l'organisation, son produit, sa mission, son service, sa culture, ses valeurs, ses gens, les valeurs de ces gens-là. Est-ce que ça fait en sorte que c'est un environnement où je vais me sentir à ma place, je vais me sentir bien, je vais me sentir chez nous? Fait que ça aussi, ça fait partie de l'analyse
la personne candidate. Le troisième élément, j'appelle ça les perspectives, mais est-ce que c'est le bon moment pour moi d'aller là? Est-ce que c'est une promotion? Est-ce que c'est la prochaine étape sur ma trajectoire professionnelle? Est-ce que c'est la prochaine étape sur l'autoroute qui mène à la direction générale? Ou est-ce que c'est le virage que je prends pour être sur la route panoramique qui va me permettre d'équilibrer ma vie, de découvrir des nouvelles choses, de faire un leg, de transmettre ce que j'ai appris et tout ça. Puis la dernière chose, c'est les conditions. Est-ce que les conditions, évidemment, c'est les conditions salariales, les conditions financières, mais c'est aussi les conditions de localisation, les conditions de voyagement, les conditions de moyens, tout ça. Fait que nous, je pense qu'on agit entre l'organisation qui veut valider ces 3 points, puis notre candidat ou candidate qui veut valider ces 4 points, puis on accompagne là-dedans, puis cet accompagne, en tout cas, moi, j'essaie de le faire à ma manière, puis je me sens mieux de le faire comme ça, comme je l'ai déjà fait il y a 20 ans. J'ai envie de te poser une question, si tu permets, puis on va continuer après, parce que là, je sais que j'arrête pas de t'interrompre, puis on va résumer ta liste après, parce que, mine de rien, tu as commencé en nous parlant des 5 principes directeurs, puis là, je vois j'arrête pas de t'interrompre, fait qu'on refera un petit wrap-up, si tu veux, mais tu as parlé des 4 éléments que les personnes qui recherchent un emploi se posent comme question, puis tu as eu le réflexe de mettre les conditions de travail en dernier. Oui. Je trouve ça super intéressant parce que je trouve, parce que je vais te le dire comment ça sort, tu me dis ce que tu en penses. Quand on regarde des études, là, mettons, de qu'est-ce que les employés recherchent, le salaire est toujours en premier. Quand on demande, moi, je fais beaucoup de diagnostic organisationnel avec une twist Raymond. Quand on demande aux gens, si tu allais travailler ailleurs, qu'est-ce que tu chercherais en premier? Puis les gens nomment toujours le salaire. Puis j'ai toujours eu le feeling, puis ça arrive souvent dans des sondages où les gens vont me dire ça, mais dans la vraie vie, ça prend probablement moins de place. C'est juste comme... Puis c'est comme un feeling. Puis j'ai envie de savoir dans ton expérience ou ton ressenti dans les conversations que tu as, vu que toi, tu l'as nommé en dernier, j'imagine que c'est ce que tu observes, que c'est pas tant vrai que c'est le salaire, l'élément le plus important. Est-ce que tu pourrais confirmer ou infirmer? Écoute, merci d'amener ce point-là. C'est super intéressant. Ma réponse est plate. Ça dépend. Je te donne 2 exemples. Je me souviens, puis c'est arrivé plus qu'une fois, mais de jaser avec quelqu'un dans mon bureau qui me dit « Claude, j'adore ce que je fais. J'adore mon patron, j'adore mon équipe, j'adore mon entreprise. J'en ai pas pour mon argent. Je pensais pas que ça allait me déranger, mais si je suis honnête envers moi-même, ça me dérange, ça tempère mon enthousiasme. L'argent est important pour moi. » Et j'ai eu d'autres personnes qui me disaient, Claude, je diminuerais mon salaire de moitié pour voir mes enfants parce que je passe 200 jours de l'année à l'étranger. Fait que pour moi, l'argent, c'est très important. C'est ce qu'il y a de moins important, tout en étant très important. Y a-t-il une question aussi, je pense souvent à une question de fairness, là, en bon québécois. Ouais. C'est sûr que si l'organisation n'est pas juste, puis qu'elle ne paye pas au marché, qu'elle ne paye pas bien les gens, qu'elle ne fait pas évoluer les salaires, il y a une composante financière, là, c'est bien sûr entendu. Qui est là. Mais il y a probablement aussi beaucoup de comment on traite les gens, puis la justice, puis l'équité en arrière de ça, là. Et ça, vaste élément parce que quand évidemment, de la perspective du recruteur, quand je jase avec les gens de ressources humaines, leur perspective de l'équité, c'est beaucoup de l'équité interne. La perspective de l'équité interne. Donc, tu sais, c'est important pour les gens dans l'entreprise de dire, mais moi, il faut que ça soit juste, équitable à l'interne. J'ai cet esprit d'équité interne-là. Alors que moi, mon schème d'analyse, c'est l'équité externe. Si le salaire de mon organisation cliente est nettement en deçà du marché, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les personnes, de les intéresser. Fait que c'est une condition, mais tu sais, soyons honnêtes, là, on peut donner 25 000 $ d'augmentation à quelqu'un demain matin. Je te garantis que dans 6 mois, c'est pas ça qui donne le goût de se lever le matin pour aller travailler. C'est pas ça. Ouais. Mais si tu n'en as pas pour ton argent, ça peut vraiment t'enlever le goût
Ben, c'est une injustice. En tout cas, puis moi, c'est peut-être ma perception, mais je vois ça comme une équité interne, oui, mais comment je peux dire? Le marché, si l'organisation suit pas le marché, il y a un problème dans la gestion de l'entreprise, selon moi. Parce qu'il faut, comme entrepreneur, que tu sois capable d'avoir les moyens de tes ambitions puis de payer ton monde fait. Justement, sinon, il faut que tu ajustes tes profits ou tes façons de faire. Puis là, c'est facile à dire. Là, je sais que dans la vie, c'est pas si facile puis qu'il y a des organisations qui ont des rough patchs, mais c'est une question d'équité entre les propriétaires puis les travailleurs aussi. Écoute, c'est assez complexe, ça, cet élément-là, parce que on peut savoir aussi qu'on peut faire plus d'argent dans une entreprise compétitrice, mais on n'aura pas certains autres avantages. C'est X, Y, Z. Puis ça m'amène à un autre point du recrutement humain qui est, de mon point de vue, puis ça, c'est une expérience personnelle là, que j'ai vécue, là, comment la pandémie a amené... moi, en tout cas, comment ça m'a fait grandir comme recruteur, puis comment ça a changé mes perspectives. Avant la pandémie, nos descriptions de poste, nos clients et tout ça, on était beaucoup dans les superlatifs. T'sais, venez vous dépasser. Venez atteindre des succès. Venez atteindre des sommets. On va grimper des montagnes. On s'en va dans l'espace à la planète Mars. Wow! C'était vraiment là, le superlatif. Là. Venez vous dépasser, puis venez faire de l'argent comme de l'eau. Venez, c'était vraiment ça. Après un an de pandémie, là, on réalisait qu'on approchait souvent des candidats, puis le feeling ou l'impression qu'on avait, c'était... Moi, là, ce que je veux, là, c'est faire un bon travail de 8 à 5 ou de 9 à 5 ou de 9 à 6 ou peu importe. Puis après ça, là, je ferme les livres, je remonte à l'étage, je m'en vais mettre mon linge mou, puis je passe du temps avec ma famille dans mon cocon. Ça, là, la pandémie a eu cet effet-là. Puis, il y a 3-4 jours, j'écoutais un podcast sur... c'est une expression suédoise que j'avais jamais entendue. Peut-être que tes auditeurs érudits sont au courant de ça, mais le mot suédois, c'est logom, je pense. On voit Charles qui fait oui de la tête. Moi, j'ai aucune idée. Moi, j'ai aucune idée, c'est quoi? Et je savais pas c'était quoi la semaine passée, donc on est les deux dans le même bain. En fait, le logom, je pense que mal traduit, ce serait l'équilibre. Okay. C'est-à-dire que, puis ça, c'est un concept que, tu sais, les entreprises suédoises, le IKEA, Nokia, puis les autres n'aiment pas bien parce qu'on veut vraiment que les gens se défoncent au travail, mais c'est de dire, je m'en vais travailler, par exemple, 6 heures au travail, je fais un bon travail, de la bonne façon, avec des bonnes valeurs, puis après ça, je m'en vais chez nous, puis, tu sais, essentiellement, ma vie, là, c'est un diagramme de Venn, puis j'ai mon ballon professionnel, social, familial, puis je les garde, tu sais, à peu près de la même taille ou équilibré, puis ça, bon. Fait que, puis tu vois, cette année de pandémie-là, parce que, tu sais, moi, les recruteurs ont été plus occupés que jamais là, pendant la pandémie, là. Et les candidats, ça revenait beaucoup à ça. Puis on précise que vous faites du recrutement pour des cadres de haut niveau. Ouais. Fait que ça veut dire que même dans des niveaux de direction où traditionnellement c'est de la haute performance, on en est là. Puis tu vois, mais là, je suis gossante avec mon œil rémunération globale, mais je te le dis quand même parce que ça va dans le même sens. Nous, les employés, des jeunes, ils nous demandent de plus en plus des REER, de l'assurance invalidité, de l'équilibre travail-vie, bien plus que, tu sais, les anciennes, tu sais, même des fois plus que du salaire, là, quand ils sont dans l'organisation. Fait que moi aussi, je l'observe, puis c'est vraiment depuis la pandémie. On a des conversations qu'on n'avait pas avant, des besoins qu'on avait moins ou qui étaient plus cachés, peut-être. Je sais pas si les gens sont plus prêts à dire, gars, moi, je vais assumer le fait que je veux un équilibre, puis ça va être ça, tu sais. Oui, je pense que tu as raison. Puis c'est pas juste l'équilibre aussi, c'est... peut-être que je suis influencé par le fait que nous, on a vraiment développé une niche là, dans notre recrutement. Là. On est beaucoup dans la cause. Ça peut être autant le développement économique que les causes de santé ou l'éducation, mais on se retrouve souvent dans les causes. Puis j'ai trouvé que la pandémie avait
amener un éveil chez les candidats. Qu'ils disaient, ben, il y a aller travailler pour une cause, aller contribuer à la société de telle ou telle façon, le ça sens m'intéresse. au travail, ouais, là. vraiment. Ça, fait que oui, d'aller chercher des REER ou autre chose que le salaire, mais la cause, la contribution à la société, de participer à un effort collectif. Puis, écoute, essentiellement, tu vas travailler pour une entreprise qui fabrique des sandwichs ou des produits, tu contribues à la société, je veux dire, tu sais, de toutes sortes de manières, mais la cause directe, j'ai cru remarquer un engouement là, depuis la pandémie. On a besoin d'entreprises d'impact, puis on a besoin que les OBNL, parce que c'est rough en ce moment, le marché du travail. Là. Donc, tant mieux si ça peut donner un petit coup de pouce à ce genre d'organisation-là. D'ailleurs, là, on parle de pandémie, mais il y a aussi le fait qu'il y a une crise de main-d'œuvre majeure en ce moment. Comment, toi, c'est quoi tes observations comment ça transforme le recrutement? Bon, c'est une excellente question. Je te remercie. En fait, c'est plus difficile, c'est clair. C'est plus difficile d'aller chercher, d'aller intéresser, attirer, piquer la curiosité des candidats. On reçoit beaucoup plus de refus qu'un intérêt pour une conversation. Ça, c'est clair. J'ai réalisé ça, moi, particulièrement l'hiver passé. À cette époque-là, j'étais à la recherche d'une personne en finance, puis j'étais vraiment surpris à quel point j'avais pas de traction sur des candidatures potentielles. Tout le monde me disait non, les salaires étaient super élevés. Puis moi, pour me sentir confortable dans mon travail, quand je vais présenter une liste de candidats, là, ma liste courte, j'ai besoin d'avoir au moins 5 candidatures. Là, puisque, OK, 5 quand même, hein? Fait que c'est de la job. Oui. Puis là, j'avais de la misère à en avoir 2, 3. Puis là, au moment où tu penses que tu en as 3, ben, tu apprends que ta personne numéro 1 vient d'accepter autre chose. Puis tu avais promis de rencontrer avec toi ton client et tout ça. Puis c'était vraiment une très grande volatilité là, dans le marché. Fait que c'était vraiment difficile. Puis comment ça a fonctionné pour moi, à un moment donné... j'ai appelé quelqu'un, puis c'était vraiment spontané. Je dis, moi, je veux vous expliquer pourquoi j'ai choisi de travailler pour ce client-là. Je veux vous expliquer pourquoi j'ai fait le choix de l'aider dans sa recherche. Puis là, j'ai donné des exemples. Puis c'était pourquoi j'aimais mon client, pourquoi je voulais l'aider, puis pourquoi je voulais son bien. Puis c'était autant sur le plan des valeurs que sur le plan de sa vision de succès pour les prochaines années. Puis je pense que ça a eu un impact parce que comme là, ça a fonctionné avec la personne. D'ailleurs, c'est cette première personne-là qu'on a recrutée. Mais ça a fonctionné dans mes conversations subséquentes aussi. Okay. Mais c'est clair que ça change, là. C'est beaucoup plus difficile. Le déficit, on le ressent, là. Fait que, voilà. Fait que c'est plus dur, il faut que tu ailles plus dans les valeurs, une conversation encore plus en profondeur, mais aussi d'être plus réactif, là, j'ai l'impression, vu qu'il y a tellement de volatilité. Là. Vraiment. Puis à un moment donné, j'étais vraiment désespéré, puis j'ai appelé une collègue dans une autre firme qui est plus spécialisée en finance. Elle me disait, Claude, si tu as 1 ou 2 personnes, fonce. Parce que chaque personne dans cette expertise-là aujourd'hui a 4 offres en même temps. Oui, c'est ça. C'est fou. Puis il y a des marchés. J'ai parlé cette semaine avec quelqu'un, une recruteur dans une start-up en TI. Là, fait qu'on le sait que c'est hyper effervescent. Puis eux, depuis la pandémie, il n'y a plus tellement de cloisonnement. C'est rendu la planète, là, le marché. Ouais. Puis elle me disait qu'un cas extrême qu'elle a vu, puis c'est une auditrice du podcast d'ailleurs, je la salue. Mais un cas extrême qu'elle a vu, elle m'a dit que des étudiants qui sortaient de l'université qui se faisaient offrir 100 000. Ah ouais. Tu sais, comment tu compétitionnes comme ça, comme entreprise. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment ça évolue. Évidemment, c'est un cas extrême, puis c'est pas dans tous les secteurs, mais il y a aussi des surenchères au niveau des salaires dans les secteurs où il n'y en avait pas avant. Ouais. Donc, Ah oui, puis écoute, même tu vois, on est victime de ça, nous autres aussi, parce que on est à la recherche de recruteurs. Ben oui, en passant, ceux qui écoutent, il y a beaucoup de recruteurs qui écoutent le podcast. Donc, Et puis, moi, j'ai approché des gens
Là, ça fait quelques mois, mais j'ai eu de grandes surprises. Dans les attentes salariales, tu veux dire? Dans les attentes salariales, vraiment. Recrutez-vous encore ou... On recrute encore, recrute encore. Donc, on va inviter les recruteurs qui ont le goût d'une expérience de travail différente. Tu sais, vous travaillez de la maison, vous êtes une petite équipe très, très humaine. Je passe le message, là. Merci beaucoup. Tu aurais une coupe de CV. C'est gentil. Moi, je voulais partager une expérience qui m'est arrivée hier, en fait, sur le recrutement. En fait, je pense que c'est une composante du recrutement humain. En ce moment, je suis à la recherche de quelqu'un qui provient des Premières Nations. C'est un poste de conseiller spécial aux affaires autochtones. Et donc, j'approche des sources, des candidats potentiels qui proviennent des Premières Nations. Ce qui m'intéresse beaucoup depuis très longtemps, là. Et c'est quand je dis qu'on fait un MBA perpétuel, là, personne formidable, charismatique, un leadership, une jeune personne vraiment transcendante. Et le défi que j'entrevois, c'est la distance entre sa résidence et mon client, là. Il y a une bonne centaine de kilomètres. Alors, à un moment donné, vient la question, puis je la pose prudemment, en termes de rayon géographique, comment tu vois ça et tout ça? Puis elle me dit, moi, je déménagerai pas. Puis... Est-ce qu'elle habitait dans sa communauté? Oui. Ah, ouais. Et la raison pour laquelle, tu vois, tu as allumé plus vite que moi, la raison pour laquelle elle ne voulait pas déménager, c'est parce que elle vit dans sa communauté. Elle veut que son fils grandisse dans la communauté et c'est important. Puis en passant, je pense que nos Premières Nations devraient être élevées au rang de trésor national, là. Il faut vraiment, il faut vraiment accepter ça. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'une fois que le recruteur pas plus brillant qu'un autre a compris ça, bien là, il devient l'ambassadeur de la personne candidate puis est capable d'aller voir la cliente ou le client, puis dire, voici comment les choses peuvent faire, puis voici pourquoi, tu sais. Ce qui est génial là-dedans, c'est que même si ça ne fonctionne pas avec cette candidate-là, après, pour les autres candidats que tu approches, tu as cette sensibilité-là, ton client a cette sensibilité-là, ça change le rapport. Oui. Vraiment. Wow. Merci de nous avoir partagé ça. C'est vraiment cool. Puis ça fait parfaitement le pont avec le prochain sujet que je voulais aborder avec toi. Parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Je sais que tu t'intéresses beaucoup. Tu as une grande sensibilité à tout ce qui est équité, diversité, inclusion. Ouais. Puis, tu sais, t'es un homme blanc, hétéro, cisgenre, privilégié, tu sais, comme bon. Puis, je sais que t'as beaucoup de sensibilité. Comment t'intègres ça dans ton quotidien à partir de ta posture? Super bonne question. Encore là, je suis en apprentissage là-dedans. Ça a commencé de toutes sortes de façons. Écoute, il y a une couple d'années, je cherchais un poste de PDG dans une organisation scientifique que je nommerai pas en ce moment. Mais bon, écoute... mais là, puis écoute, je parle de mes pleins, là, mais ça, je vais le garder pour moi. Fait que, en fait, la première raison pour laquelle j'ai été choisi comme recruteur, puis notre firme a été choisie ultimement, c'était sur la question de l'équité puis de l'inclusion, tout ça. Puis le comité de sélection me pose la question, j'étais vraiment pris au dépourvu. Puis on me dit, ouais, dans la foulée du MeToo, comment vous voyez ça, vous, le recrutement? Puis je dis, écoutez, j'ai 3 filles. Et c'est juste de dire, j'ai 3 filles, puis je veux que mes filles puissent s'épanouir, puis je les fais grandir, je les élève en leur disant, mes filles, je vais faire tout ce que les gars font, puis en mieux, là, si on se le dit, mais bon. Fait que, puis ça avait été assez pour avoir le mandat. Sauf que là, ce qui est arrivé, puis ça, c'est un gros recrutement international. Écoute, je me souviens que j'ai parlé là, à 160 quelques personnes. On a approché, dans 15 pays. C'était vraiment quelque chose. Puis là, à un moment donné, je savais que c'était important d'avoir des candidatures issues de la diversité, puis particulièrement à ce moment-là, puis je m'excuse, là, je peux m'enfarger dans les définitions puis les termes, mais on voulait pas juste des hommes blancs de plus de 55 ans.
Puis dans ce milieu-là, c'est souvent ça, des hommes blancs de plus de 55 ans. Donc, on voulait aussi des femmes, on voulait des gens issus de la diversité. Puis à un moment donné, ben, je compile mes stats parce que dans ma base de données, ben là, quand c'est une femme, je coche femme. Quand c'est quelqu'un issu de la diversité, je coche parce que ça m'intéresse moi. Puis bon. Et je calcule à peu près à mi-mandat, je regarde mes stats, j'ai approché 15% de femmes. Oh boy, là, je suis pas fier, puis je suis un peu inquiet. Puis là, j'ai vraiment pédalé, puis là, j'ai identifié des femmes dans ce milieu-là, des femmes scientifiques, un peu partout sur la planète, puis j'ai augmenté mes stats. J'ai réussi à augmenter ça à 25%. Bon, c'est juste 25%, mais c'était mieux que 15%. C'est quand même presque le double. Puis sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Puis ça, là, j'ai réalisé que moi, j'avais un rôle à jouer là-dedans. J'approche des femmes qui me disent « Bon, Claude, la personne que tu cherches, c'est pas moi, pour une raison X, Y, Z, mais je vais te proposer des noms. » Puis là, une femme me donnait le nom de 5 hommes blancs de plus de 55 ans. Fait que là, je dis « Écoute, je te remercie, c'est vraiment merveilleux, puis je vais les contacter. » Maintenant, je remarque que, écoute, entre toi et moi, ce sont 5 hommes blancs de plus de 55 ans. Si je veux y aller, tu sais, on veut transformer cette profession-là et tout ça. T'aurais-tu des femmes? Puis, oh mon Dieu, je suis une femme, puis j'y avais pas pensé. Attention, un homme blanc de plus de 55 ans, puis je m'en approche dangereusement, là, j'en ai 49. Il y a de la discrimination aussi pour d'autres raisons. Ouais. Un homme blanc de plus de 55 ans fait partie de la diversité. Dans cette palette de couleurs-là, là, je vous le dis, là, être blanc, homme de plus de 55 ans, c'est une belle couleur dans l'arc-en-ciel. Mais ça peut pas être la seule couleur. Fait que j'ai réussi à monter ça. Puis là, j'ai découvert, en fait, on le savait, mais comme recruteur, là, on est soit la première barrière ou la première porte à la diversité et à l'inclusion. Si je présente juste des listes courtes d'hommes blancs de plus de 55 ans, on n'en recrutera pas des femmes, ou on ne recrutera pas des gestionnaires issus de l'immigration ou des gestionnaires issus de la diversité, de l'inclusion. Fait qu'on se donne, nous, cette responsabilité-là parce qu'on est la première porte ou la première barrière. Puis moi, c'est comme ça que je le vis. Mais là, je vous le dis, là, je m'enfarge à tous les jours là-dedans. Je fais des erreurs. J'apprends des affaires. Je ne suis pas un spécialiste de ça, pas en tout. Mais la société se transforme. Il y a des expressions qu'on n'entendait pas avant. Il y a des nouvelles réalités. La diversité est beaucoup plus grande qu'elle était. On réalise un peu plus c'est quoi le racisme systémique, ce que ça impacte les gens. La parole se libère. Fait que c'est sûr qu'après, il y a des ajustements à faire. Puis en même temps, il y a des militants qui poussent pour que ça aille plus vite, là, disons, les transformations sociales, ce qui est, moi, je trouve très correct puis qu'on a vraiment besoin. Mais reste qu'après ça, des fois, ça peut être des adaptations à faire. C'est un apprentissage, comme tu dis, j'ai l'impression, là. Ouais. Alors, ça revient à deux choses, en fait. Le côté passionnant du recrutement. Puis la deuxième chose, c'est l'importance de l'humanité dans le recrutement aussi. Je veux dire, parce que le recrutement, ça va donner la société qu'on va avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Fait que moi, je me donne cette responsabilité-là. Puis là, je veux revenir à ta liste que tu avais commencé. Là. Veux-tu recommencer du début et les nommer en étapes? Donc, tes 5 principes directeurs pour du recrutement plus humain. OK. Ben c'est moi, là. Puis c'est pas une école de pensée, c'est pas scientifique. Moi, Ouais, mais tu as 25 ans d'expérience, tu as une firme en recrutement, tu recrutes des gestionnaires de haut niveau. Je pense que ça vaut quelque chose. Ouais. Mais bref, merci. Mon premier, c'est ne pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Être humble, être imparfait, c'est bien correct. La deuxième chose, s'amuser. S'amuser, rire, sourire, bien traiter les gens, mon troisième, avec humilité, humanité, plaisir, générosité, rigueur, franchise, authenticité. Faire des bonnes rétroactions aussi. Jamais oublier que pour une personne qu'on recrute, il y en a au moins 4 qu'on ne recrute pas. Comment on les fait grandir à travers cette expérience-là? Comment on les accompagne? Est-ce qu'on a eu un impact positif? Est-ce qu'on a apporté une critique constructive, soit dans leur performance, dans leur apprentissage? Donc ça, c'est bien, bien, bien important.
Faut pas oublier, le recrutement humain, c'est pas juste les humains qu'on recrute, c'est les humains qu'on recrute pas aussi. Quatrième, bien connaître les enjeux et défis de l'organisation, la vision, la culture, les forces, imaginer les possibilités. Je pense que ça peut paraître un détour, mais pour moi, ça fait définitivement partie de cet effort de recrutement humain-là. Le cinquième, être capable d'expliquer les liens qu'on fait, nous, comme recruteurs, de notre posture qui peut être très inculte ou imparfaite ou extérieure, mais d'être capable de faire des liens puis de présenter ces liens-là aux sources pour aux candidats, ou particulièrement aux candidats potentiels, de dire, ben voici les enjeux et défis de l'organisation, puis en considération de ces enjeux et défis-là, ben j'ai pensé que toi, tu pourrais faire une différence avec telle affaire, telle affaire, telle affaire. Et fait que ça, c'est mon cinquième principe. Puis ça, là, honnêtement, c'est venu d'un candidat qui m'a donné toute une leçon de vie, là, vraiment, puis il est décédé aujourd'hui, puis j'en parle encore, c'est comme une façon de célébrer sa mémoire, si on veut, mais je cherchais une direction. Ben, là, je vais nommer des noms. Là, tu sais, si t'en voulais, je vais te nommer des affaires. Mon autre pad, il est prêt. Je nommerai pas de nom de gens. Je vais prénommer mon candidat. C'est une belle façon de souligner sa mémoire. Mais écoute, je sais pas dans quelle année. Bref, on cherchait un directeur général pour la SPCA canadienne. Je sais pas si je t'ai déjà raconté ça. Non? Bon, écoute. Fait que la SPCA canadienne, c'est un refuge pour animaux à Montréal. Je pense que c'est le premier refuge pour animaux en Amérique du Nord. Bref, c'est loin là, dans ma mémoire. Puis, on cherchait un directeur général. Fait que on part avec ça. La description de poste est très précise. Le poste est très cadré. Essentiellement, on cherche quelqu'un qui a de la direction générale dans le corps, qui connaît la gouvernance, entre la direction générale puis le conseil d'administration et tout ça. On cherche quelqu'un qui a fait de la collecte de fonds. OK. Ouais, pour pouvoir important. fonder l'organisme. C'est le nerf de la guerre. Fonder, en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. C'est le nerf de la guerre. On cherche quelqu'un qui a géré des bénévoles. Puis, idéalement, on cherche quelqu'un qui a géré un refuge pour animaux, mais il fallait se l'avouer. Il y en avait 3 d'envergure, je pense, au Québec. Puis, on ne pouvait pas mettre ça comme un prérequis. On mettait ça comme un atout. Fait essentiellement, ce qu'on cherchait, c'était une direction générale de fondation. Surtout avec l'aspect collecte de fonds. Ouais, tout ça. Fait que on est en fin de processus, puis j'ai pas mal mes 3-4 candidats olympiques. Là, je me trouve assez solide sur mes pattes. J'aimerais ça en avoir une personne de plus pour me sentir plus sécure, parce que ça peut toujours, comme on dit dans mon village, ça peut toujours chirer là, en comité de sélection, on ne sait jamais. Fait que il y a un gars qui m'appelle, Sylvain, décédé aujourd'hui. Sylvain m'appelle, il est intéressé par le poste. Puis, Sylvain, c'était une bonne personne, très imparfaite comme moi, mais c'était une personne là, avec un grand cœur et tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas le profil pantoute pour le poste. Parce que Sylvain, c'était un comptable agréé de formation. Il avait passé la première partie de sa carrière comme contrôleur dans les télécoms. Puis là, il était rendu... En fait, là, il est entre 2 jobs, mais il avait été pendant des années vice-président finances et ressources humaines dans une grande multinationale pharmaceutique. That's it. Fait qu'il n'y avait pas le profil du poste, pantoute. Fait que, puis j'avoue que quand il m'a appelé pour dire « Claude, j'ai vu ton poste à SPCA, c'est moi, je le veux », ma réaction était un peu frontale parce que je l'avais présenté quelques mois auparavant comme directeur, imaginez-vous, directeur général d'une très grande municipalité, très grande, parce que même s'il n'y avait pas le profil... Donc, Laval. Non, pas Laval. Continue. Bon, c'était la direction générale de Westmount. OK. Je vais le dire parce que je me suis tellement fait ramasser. Et donc, demandez-moi pas ce que j'avais pris comme drogue, mais je trouvais que c'était un bon candidat pour ça, même s'il n'y avait pas le profil. Tu sais, parce que les recruteurs aiment toujours ça, présenter ce qu'on appelle dans notre jargon les out-of-the-box candidates. La wild card. Exactement. Okay. Fait que, tu sais, je connaissais Sylvain, je connaissais sa personnalité, je le voyais bien comme un numéro 2 d'un maire. Il avait la personnalité pour transiger avec un conseil municipal. Il avait géré des ressources humaines, financières, matérielles. Il avait géré des projets. Bref, je trouvais comme candidat atypique, c'était intéressant. Je me suis fait ramasser par le comité de sélection, là. Ouf, je pense que je me suis fait traiter d'imbécile, honnêtement. Ben voyons donc. Oui, vraiment. Pourquoi? Ça n'avait pas été le fun. Parce qu'il n'y avait pas le profil du poste.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Ben, on cherchait quelqu'un qui avait de l'expérience à gérer des municipalités. OK. Puis lui, c'était un comptable qui avait travaillé dans le pharmaceutique puis dans les télécoms. Fait qu'eux autres n'avaient pas fait le lien que moi j'avais fait. Fait que bref, ça a fait mal. Tu sais, comme on dit, à la blague, tu peux avoir une belle tape dans le dos, mais tu peux avoir aussi ce qui vient avec, tout 60 cm plus bas avec le pied. Là. Fait que là, ça avait fait mal. Fait que là, Sylvain m'appelle pour la SPCA. Puis il me dit, écoute, j'ai vu ta job à SPCA, c'est moi, je le veux. Fait que ma réaction très frontale, j'ai dit comme ça, là, Sylvain, tu n'y as pas pensé. Premièrement, tu n'as pas le profil du poste pantoute. Tu n'as jamais fait de collecte de fonds, c'est le nerf de la guerre. Tu n'as jamais géré de bénévoles, c'est pas évident, on se le dit, là. Puis j'ai dit, plus que ça, tu viens du pharmaceutique, Sylvain. Tu viens d'une business qui coupe des animaux en tranches pour suivre des molécules. J'ai même pas pensé. Tu penses que je vais te présenter à SPCA. Moi, je t'ai barré ces 4 roues. Il n'était pas question que je présente sa candidature. Et là, lui, il m'a donné toute une leçon de vie. Il me dit, Claude, tu as raison. Je ne corresponds pas à la description du poste. J'ai pas ça. Mais voici. Oui, je viens du pharmaceutique, mais ma passion, c'est les animaux. J'ai des chats, j'ai eu des chiens, j'ai été bénévole à la SPCA, j'ai nettoyé des cages, j'ai marché des chiens. Si j'ai une passion dans la vie, c'est les animaux. Fait que là, il venait de me convaincre qu'il adhérait à la mission de l'organisation à 100 000 à l'heure. Ensuite de ça, tu as raison, j'ai jamais fait de collecte de fonds. Mais votre problème en ce moment, c'est pas la collecte de fonds parce que malgré des allégations de fraude qui planent sur la tête de l'ancien DG, vous réussissez à lever X millions par année. Vous avez beaucoup plus besoin d'un comptable agréé comme moi qui va aller faire le ménage dans les finances, rebâtir la confiance, ramener des donateurs qui sont partis, puis garder ceux qui sont sur le bord de partir. Puis tu as raison, j'ai jamais géré de bénévole, mais souviens-toi, je suis un comptable qui est passé de rôle de VP Finance à un rôle de VP Finance RH, je connecte bien avec les gens, tu me connais, puis votre problème, là, c'est pas les employés, c'est pas les bénévoles, c'est les employés syndiqués. Puis moi, j'ai géré des conventions collectives, j'ai même participé à tel négo à telle place. Fait que là, comprends-tu que ce qu'il venait de faire, et ça, c'est une grande leçon de recrutement, il venait de me dire, je ne corresponds pas à ton papier, mais j'embrasse la mission, je connais les enjeux et défis de l'organisation, puis en considération des enjeux et défis, je suis capable d'amener l'organisation vers sa prochaine destination stratégique. Fait que finalement, ce que Sylvain venait de me démontrer, c'est qu'il ne correspondait pas à ce papier qu'on avait, qui était la description de poste. Mais il embrassait la mission passionnément. Il connaissait les enjeux et défis de l'organisation et en considération des enjeux et défis de l'organisation, il pouvait amener de la valeur ajoutée puis aider l'organisation à atteindre sa prochaine destination stratégique. Fait que là, ça a vraiment été toute une leçon d'humilité pour moi. Puis finalement, j'ai présenté sa candidature. Il était comme mon 5e candidat. C'était ta wildcard dans ce cas-là aussi? C'était ma wildcard. Et puis là... évidemment, quand j'ai présenté sa candidature, là, imagine le comité de sélection qui ouvre le cahier. J'ai vu des yeux ronds au départ, mais je leur ai dit, prenons 1 heure de notre temps, rencontrons-le, puis si vous êtes content, vous me donnerez une tape dans le dos, puis si vous n'êtes pas content, vous me donnerez un coup de pied dans le derrière, mais au moins prenons 1 heure pour le rencontrer. Bien, il a fait partie des 2 finalistes et à la fin, c'est lui qu'on a choisi. Puis je me souviens que le comité... J'ai un frisson, excuse-moi. Wow. Je me souviens que le comité de sélection m'a dit, Claude, si on était 6 mois après le ménage financier, on prendrait la candidate numéro 2 parce qu'elle a plus le profil développement philanthropique, marketing, mais à ce moment-ci, notre histoire, c'est de Sylvain dont on a besoin. Fait que ça a été une belle leçon de recrutement parce que ça a complètement changé ma façon d'approcher des candidats potentiels puis d'analyser des candidats. Puis ça, c'est un de mes grands bonheurs, c'est d'avoir répliqué ça, par la suite dans d'autres secteurs, dans d'autres postes. Tu as changé de perception complètement, de point de vue. Vraiment. À un moment donné, je travaillais sur le poste, ça c'était dans une autre firme, là. J'ai travaillé avec du bon monde dans ma vie, là, des bons recruteurs. Puis là, je travaillais avec 2 bonnes personnes avant de fonder mon entreprise. Puis on avait le poste d'ombudsman de la SAQ. Je me souviens d'avoir approché un ancien client dans une autre firme.
qui était... c'était un ancien... C'était un avocat, il a travaillé en capital de risque. Un gars superbe, là, vraiment un chic type. Je m'ennuie de lui. Puis je l'ai appelé, puis j'ai dit « Hey, Michel, je travaille sur un poste, t'as pas le profil pantoute, mais ça fait 3 jours que je te bois dans ma soupe. Fait que je t'appelle pour t'en parler puis dire c'est quoi les espèces de liens tordus que je vois entre ton profil puis la job. Puis tu me diras que je suis pas bien dans ma tête. Oui. Ou sinon, tu me diras que, oui, effectivement. Fait que je présente un peu ma façon de voir les choses. Puis c'est là le 5e lien, être capable de faire des liens entre... comment on comprend notre client, puis sa vision, puis là où ce client ou cette cliente-là, l'organisation cliente veut être, puis qu'est-ce que la personne peut amener comme valeur ajoutée. Fait que j'explique ça, puis il me dit « Claude, j'aurais jamais pensé, mais de la façon que tu m'en parles, c'est vrai que je pourrais les aider, puis ça m'intéresse d'explorer. » Fait que ça venait de mon expérience avec Sylvain. Fait que, tu sais, je trouve que ça fait partie du recrutement humain. Qu'est-ce qui t'est arrivé, excuse, avec ce gars-là que t'as approché pour la SAQ? Ouais, là, on a recruté quelqu'un d'autre. Okay. Mais tu sais, je l'ai eu comme quand dit, ben oui, c'est plate. C'est pour ça que je voulais pas le dire, mais bon. non, mais quand même, ça montre que... On a eu quelqu'un de super, là, vraiment. Fait que, à la fin de la journée, quand tout est dit, soyons nous-mêmes, soyons humains, soyons imparfaits, mais soyons authentiques, respectons les gens. Pour moi, le recrutement humain, c'est le recrutement respectueux, dans le fond. Mm-hmm. Fait que voilà. Merci énormément. Je savais que ce serait passionnant parce que j'avais eu plein de bribes à travers des conversations. Je suis vraiment contente qu'on en ait parlé plus en profondeur. Je vais inviter les recruteurs qui écoutent, qui ont envie de vivre cette expérience-là, puis d'apprendre, puis d'être mentorés par toi, ou qui peut-être ont même déjà de l'expérience, puis qui pourraient, bon, en tout cas, juste pour pas... Je sais pas quel profil tu cherches, là, mais je vais inviter ces gens-là à envoyer leur CV chez Ascension Leadership et Recrutement, puis à vivre l'expérience avec toi d'entrevue. J'imagine de faire tes propres entrevues. Je vais essayer ça, oui, absolument. Mais écoute, je te remercie. Je vous remercie de m'avoir Attends, j'ai pas fini mes plugs. Je veux dire aussi aux gens qui chercheraient des recruteurs pour des postes de dirigeants, de hauts dirigeants, que vous êtes une solution en or. Je pense que tu l'as démontré dans ta façon de voir le recrutement. Vous avez une approche qui est vraiment différente. Vous prenez le temps avec vos clients. Puis je vais stamper avec grand plaisir votre accompagnement. Là, tu peux me remercier parce que je voulais vraiment passer mes petits plugs avant. Ben écoute, je te remercie vraiment sincèrement de m'avoir accueilli. J'espère qu'il y a des petits passages qui ont été intéressants pour tes auditeurs. Pas mal tout Puis le long. Sinon, ben je sais que ça va être coupé au montage, alors c'est très rassurant pour moi. Ben, écoute, un grand merci pour cette rencontre intime, agréable et vraiment intéressante. Merci beaucoup. Sincèrement, c'était vraiment le fun. Tu reviendras, Claude. Bye bye. Bye.